Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La contribution de la diaspora burkinabé au développement de son pays, point central des discussions que le président du Faso a eu avec nos compatriotes vivant aux États-Unis, le fil conducteur étant l'emploi et les possibilités que le secteur offre. L'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila sort difficilement de terre, plombée par de nombreux problèmes financiers qui ont été expliqués hier au Premier ministre en visite sur le chantier. Le maire de Ziguinchor, Abbas Akat Maîtresse, Ablaye Baldé, accusé d'enrichissement illicite, a déposé sur le bureau du procureur spécial des documents qui tentent à montrer que sa fortune est licite. Bienvenue au journal. Au cours de son séjour américain, le président du Faso a rencontré les Burkinabés vivant au pays de l'oncle Sam. Les échanges ont porté sur leur contribution au développement du Burkina. Blaise Compaoré a évoqué avec nos compatriotes les questions de promotion de l'emploi et les possibilités qui s'offrent à tout Burkinabé dans le secteur. Précision, Alfred Nikiema. Ils sont étudiants ou travailleurs dans divers secteurs d'activité à venir échanger avec le président du Faso sur les difficultés rencontrées dans leur pays d'accueil. Ils ont entre autres évoqué leur participation aux différentes consultations électorales, à l'acquisition d'espaces de retrouvailles dans les grandes métropoles américaines, à l'implication du gouvernement dans les discussions sur les facilités académiques, mais aussi à leur contribution à la création d'emplois au Burkina. Le chef de l'État s'est dit réconforté par leur disponibilité et leur comportement exemplaire. Blaise Compaoré leur a demandé de mettre à contribution les connaissances et les expériences acquises dans leur domaine de compétences pour contribuer à booster le développement du Burkina. Depuis une quinzaine d'années, nous sommes au moins entre 5 et 6% de croissance économique, ce qui peut se compter dans le monde. Cela veut bien dire que c'est un pays qui est sur la bonne voie et il nous faut maintenir cet effort, maintenir ces engagements. Et je suis sûr que nous allons servir ce pays, servir les générations qui vont venir après nous. Et je crois que c'est ça aussi le destin qui nous est donc consacré aujourd'hui, car nous devons préparer l'avenir. Et c'est par notre action d'aujourd'hui que nous allons préparer plus sûrement cet avenir qui doit nous appartenir à nouveau, parce que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, et nous voulons qu'ils arrivent sur un socle plus solide que celui que nous avons trouvé. Et c'est pour ce Burkina Faso éternel que nous vous assurons aussi de notre engagement avec vous. Merci. Du développement du Burkina, il a été amplement question à travers notamment la construction de nombreuses infrastructures qui permettront de créer de nombreux emplois. La construction du nouvel aéroport de Ouagadougou, c'est aussi une infrastructure gigantesque qui va vraiment recruter certainement beaucoup de monde. Et bon, on projette avec la Côte d'Ivoire faire une autoroute Ouaga jusqu'à Yamoussoukro. C'est aussi des grands projets d'infrastructure. Et puis la fibre optique que nous voulons connecter toutes les provinces du Burkina. Je pense que d'ici 2 ans à peu près. Voilà, et puis voilà. Et les gros départements aussi, avec au moins 9 sorties sur l'extérieur, pour faciliter un peu plus les connexions, faire une sorte de technopole même à côté de Ouagadougou. Donc il y a des infrastructures du genre qui peuvent, je crois, à l'avenir, ouvrir des possibilités plus grandes pour ceux qui étudient à l'extérieur. Et il faudra qu'on puisse organiser une communication en direction de ces jeunes qui étudient toujours hors du Burkina. Parce que dans les mines, on se rend compte que au départ, effectivement, pour ceux qui sont venus s'installer, des Canadiens et autres, ils avaient beaucoup de Canadiens au départ, même avec le temps, des jeunes viennent, voilà, ils intègrent ces entreprises minières et c'est par ce canal-là qu'on peut vraiment offrir des possibilités pour que l'économie elle-même puisse soit solide, voilà, se construise pour attirer
offrir des possibilités. Sinon, c'est vrai que... Bon, dans l'enseignement aussi, parce que si vous avez suivi, il y a peut-être 2 ou 3 mois, on a adopté un programme pour l'enseignement supérieur. Donc d'ici, sur 10 ans, on va mettre plus de 1000 milliards. Alors c'est pour construire des universités, donc il faut des enseignants, il faut l'encadrement. Et là aussi, ça va demander beaucoup d'enseignants à mettre en place pour les 10 années à venir. Alors il y a des secteurs comme ça qui vraiment seront porteurs pour l'emploi. Et parce que finalement, c'est ça hein, qui retient quelqu'un quand on ne travaille pas. Et nous allons avoir dans 1 mois à Ouagadougou un sommet de toute l'Union africaine sur l'emploi de la jeunesse. Je crois que ça va être un sommet aussi qui va nous permettre pour toute l'Afrique de dégager un programme d'action pour accompagner la jeunesse dans la recherche du travail en Afrique. La rencontre aura donc permis de prendre la mesure des ambitions de développement du Burkina, des ambitions que partagent les compatriotes vivant aux États-Unis et qui disent être prêts à relever les défis. Le Premier ministre a visité hier le chantier de construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila. 3 ans après le démarrage des travaux, le taux d'exécution est jugé très insuffisant et le budget prévisionnel, estimé au départ à plus de 8 milliards, est aujourd'hui largement dépassé, frôlant la barre des 12 milliards de francs CFA. C'est dire que les difficultés ne manquent pas dans la réalisation de cet ambitieux projet. Reportage Ernest Kambiri. La construction de l'usine de transformation de fruits et légumes de Lumbila est l'un des grands projets du chef de l'État qui connaît aujourd'hui des difficultés dans sa phase de réalisation. Problèmes de gestion financière, non-respect des clauses contractuelles ou des engagements et divergences entre les parties prenantes, le projet dont la première pierre est intervenue il y a 3 ans est en souffrance. À ce jour, seulement 24% des travaux sont réalisés en génie civil avec 70% de taux d'installation des équipements et autres appareils. Je suis arrivée récemment à la tête de la société de transformation de fruits et légumes, mais le constat est là et beaucoup de dépenses ont été faites et malheureusement peu de travaux ont été réalisés. Donc aujourd'hui, nous tentons de relever le défi. Difficile donc pour l'instant de se prononcer sur le respect des délais tant les choses piétinent. Le budget prévisionnel du projet estimé au départ à 8 milliards 111 millions de francs CFA est largement dépassé pour atteindre les 12 milliards de francs CFA. Et il faut aujourd'hui encore plus de 6 milliards de francs CFA, soit un total de 17 milliards pour achever les travaux de construction de l'usine. C'est ce qui ressort du plan de redressement présenté au chef du gouvernement sur le chantier. Il nous faut réagir réellement et très vite parce que d'une part, l'État s'est endetté auprès d'une institution internationale et l'État lui-même a mis la main à la poche à hauteur de plus de 6 milliards et nous ne voyons pas encore le bout du tunnel. Bon, j'espère qu'à l'issue de cette visite, nous allons prendre des mesures nécessaires, en tout cas pour essayer d'avancer. La construction de cette usine a fait couler tant d'encre et le projet mérite aujourd'hui une réaction au plus haut sommet de l'État pour faire avancer les choses. Je vous dis aujourd'hui, on a encore un gap de 6 milliards. Alors donc il faut faire vite. Alors donc c'est pourquoi nous allons nous pencher sur la question dès la rentrée gouvernementale en septembre. Il va falloir vraiment que nous tranchions rapidement. Trancher rapidement, se fixer notre échéancier pour essayer d'avancer. Oui, il faut trouver une solution définitive à ce qui se passe à la société de transformation de fruits et légumes, car au grand mot, dit-on, il faut des grands remèdes. Nous allons tirer les leçons. Et bien, s'il y a effectivement des sanctions à prendre, elles seront prises. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons à ce stade qu'on constate que les choses n'avancent pas. Que nous avons reçu des instructions pour procéder à une évaluation bien précise de ce projet et de convoquer rapidement à la rentrée un conseil de cabinet pour que nous prenions les décisions, notamment en validant vraiment cette stratégie de finalisation de l'usine, mais ensuite la mobilisation des ressources pour pouvoir financer tout cela. En attendant, le Premier ministre chef du gouvernement a pu prendre connaissance du plan et des propositions de redressement de la nouvelle équipe. Des propositions et solutions qui envisagent un audit industriel, financier, organisationnel et social, l'intervention de l'ASE ou encore une subvention de l'État pour aplanir toutes les divergences constatées. Pour l'heure, il sera difficile de se prononcer sur un échéancier qui permettra à cette usine, qui sera bâtie sur 14 hectares pour collecter
et transformer en moyenne 60 000 tonnes de tomates et 28 000 tonnes de mangue vendues pour la majeure partie à l'international, notamment au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire. Les travaux de réalisation des différents chantiers du 11 décembre à Dédougou se déroulent selon les prévisions et les calendriers fixés. Au nombre des chantiers, il y a ceux qui concernent l'électrification de la ville et réalisés par la Sonabel. Pour prendre le pouls des travaux, le ministre des Mines et de l'Énergie s'est rendu hier sur le terrain. Reportage Nayaldo Paul Savadgo. De l'hôtel administratif à la place de la Nation, en passant par la salle de spectacle et la cité des forces vives, le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie, Salif Lamoussa Kabouré, a passé en revue les différents chantiers de la Sonabel dans le cadre du 11 décembre 2014 à Dédougou. Déjà au niveau de la cité des forces vives, d'ici à la fin de ce mois-là, nous pourrons donc mettre sous tension et permettre donc l'abonnement des clients qui vont le désirer. Alors au niveau de l'éclairage public des voies, bon, pour l'instant ce n'est pas perceptible sur le terrain parce que nous sommes en train de faire en fait les piquetages, les fouilles. Donc bon, d'ici peut-être mi-septembre, je crois que en fait les gens pourront voir ça sur le terrain concrètement. Il n'y a pas de goulot d'étranglement pour l'instant. Bon, on essaie d'occuper utilement le temps, mais en tout cas, nous espérons être dans les délais. 30 à 45%, c'est le taux d'exécution des travaux de la Sonabel. La Sonabel doit être au rendez-vous. J'ai constaté avec satisfaction que mes instructions étaient respectées et que les travaux avancent. Nous avons pris l'engagement que d'ici le 15 novembre, la Sonabel aura fini ses travaux sur le site de Dédougou. À la cité des forces vives, les poteaux sont levés et les câbles tirés. Dans les autres chantiers, les travaux sont engagés et la Sonabel s'active à être au rendez-vous du 11 décembre 2014. Autre chantier visité par un membre du gouvernement, celui du Centre universitaire polytechnique de Fada. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux estimé à 32%. C'est la société Azimo qui est chargée de la réalisation de ce centre universitaire polytechnique de Fada qui va donner un second souffle à notre temple du savoir. Reportage à Fada, Albert Sankara. Sur une superficie de 115 hectares, le centre universitaire polytechnique de Fada est en construction. Celui-ci doit pouvoir accueillir les étudiants à la rentrée académique 2015-2016. Le professeur Moussa Ouattara, ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, est venu voir l'état d'avancement des travaux. Le bâtiment étant en R+2, il faut dire que pour le moment, le premier chantier qui est en train de se faire, c'est le rez-de-chaussée, jusqu'à ce qu'il y ait la première dalle qui soit coulée. Alors nous allons travailler à ce que rapidement l'entreprise puisse obtenir sur la base de sa première sélection la suite des travaux pour que le bâtiment en R+2 puisse se faire de telle sorte qu'à la rentrée 2015-2016, que tous les étudiants de l'université de Fada soient en place ici. Malgré quelques difficultés au départ, surtout celle de l'eau, la société Azimo chargée de réaliser les infrastructures entend honorer le délai. À ce stade, nous sommes déjà sortis de terre, c'est-à-dire que la longrine est déjà finie et on a commencé à soulever les poteaux pour pouvoir plancher et couler la dalle. Parce que le bâtiment s'arrête, la première phase, c'est le rez-de-chaussée. Le bâtiment sera livré dans les délais, Inch'Allah, peut-être avant même le délai. Pour l'heure, l'université de Fada est logée au lycée professionnel régional Niendabli avec deux filières, à savoir le génie géologie et minier et le génie civil. Conférence de presse ce matin de l'opposition politique burkinabé affiliée au chef de file de l'opposition CFOP. La situation nationale et les récentes déclarations du président du Faso à Washington étaient au centre des échanges entre la presse et les dirigeants du CFOP. L'opposition a annoncé qu'elle organise une marche-meeting le 23 août prochain à Ouagadougou. Reportage Sié Sylvestre Da. Les partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition réaffirment leur opposition au référendum et à la révision de l'article 37 de la Constitution, comme pour répondre aux récentes déclarations du président du Faso depuis Washington en marge du premier sommet USA-Afrique. Le président du Faso est revenu sur son intention concernant l'organisation d'un référendum dans la situation actuelle du Burkina Faso. Rien, absolument rien,
n'oblige à procéder à une modification de l'article 37. Tout oblige au respect des différents protocoles internationaux signés par notre pays dans le domaine de la bonne gouvernance. De surcroît, un référendum sur l'article 37 entraînerait une aggravation de la fracture sociale dans le contexte actuel de notre pays. À ces points de presse, les membres du chef de file de l'opposition ont dit être d'avis avec le président américain quand il dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. Ils demandent au président du Faso d'être ce qu'ils appellent un grand homme. L'Afrique a besoin de grands hommes, c'est-à-dire des leaders qui ont de la vision et de l'ambition pour leur pays, qui se battent pour le bien-être de leur peuple, pour la justice sociale et pour les libertés, qui se plient aux institutions et aux lois et qui ne ramènent pas le pays à leur propre personne. Zéphirin Diabré et ses collaborateurs disent être ouverts au dialogue dans l'intérêt supérieur de la nation. Ils précisent cependant que leur opposition au Sénat, au référendum et à la modification de la loi fondamentale est avant tout une question de principe politique sur laquelle ils n'entendent pas transiger. Et pour marquer une fois de plus cette opposition, une marche meeting est au programme prévu pour le samedi 23 août prochain à Ouagadougou. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée ce 12 août. Le Burkina a choisi comme thème de cette journée problématique de la santé mentale des jeunes, défis et perspectives pour une célébration à Ouayouia dans le Yatenga. Plusieurs manifestations ont marqué la journée de la jeunesse 2014, notamment un reboisement et une nuit dédiée aux jeunes. Reportage Herman Toué. C'est dans cette salle à Ouayouia que la journée internationale de la jeunesse a été officiellement lancée. Les jeunes, venus des 4 coins du Burkina, ont entonné l'hymne national, symbole de leur attachement à la patrie. Après le mot de bienvenue du maire de la commune, face au discours des autorités qui ont salué la pertinence du thème, elles ont encouragé et prodigué des conseils aux jeunes. Encourager les jeunes dans ce qu'ils font et les sensibiliser par rapport à leur santé. Ils doivent eux-mêmes prendre en charge leur santé parce que c'est eux qui constituent l'avenir de demain. C'est eux qui vont être les responsables de demain et il faut qu'ils soient en bonne santé et qu'ils s'impliquent dès maintenant aux activités de la nation. Du côté du ministère de la Santé, il y a un plan stratégique sur la santé mentale. En tant que président de cette cérémonie, aussi moi j'ai un petit message bref à l'adresse des jeunes, c'est quoi? C'est d'abord la prise de conscience, le don de soi pour son pays et surtout la responsabilité. Les premiers responsables de la commune de Ouayouia se sont réjouis du choix porté sur leur localité pour abriter la cérémonie. Nous apprécions donc vraiment ce partenariat et cette présence. Et les jeunes de la région du Nord doivent se sentir heureux. La ville de Ouayouia ne peut que se réjouir de tout ce qui sera fait en faveur de la jeunesse au cours de cette édition. Les jeunes du Burkina se disent conscients de leur rôle dans le développement et pour cela, ils vont travailler à préserver leur santé. Une concertation sur le processus de formulation des nouveaux référentiels de la décentralisation se tient depuis ce matin à l'initiative du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Tous les acteurs concernés par ce processus vont pouvoir se l'approprier et contribuer ainsi à sa mise en œuvre efficiente. Précision Kadissa Nogo. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation est conscient du rôle qu'il doit jouer pour l'approfondissement du processus de décentralisation. C'est pourquoi le gouvernement a procédé en mai dernier au lancement officiel du processus de formulation de nouveaux référentiels de la décentralisation pour être en phase avec la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable SCAD. L'objectif visé par cette rencontre est de permettre aux acteurs des ministères concernés de s'approprier le processus et de s'engager à sa mise en œuvre. Il faut maintenant faire en sorte que nous ayons une vision de la décentralisation. Ce qui existe, il suffit de le confirmer, cette vision, de la confirmer, cette vision-là. Il faut que nous fassions l'état des lieux de la décentralisation pour savoir effectivement où est-ce qu'on en est, parce que beaucoup se posent des questions. Nous sommes confiants que ça avance, mais d'autres pensent que nous piétinons, parce que dans la progressivité, il y en a qui veulent qu'on aille plus vite. Ce qui est notre souhait, mais nous tenons compte de beaucoup de facteurs réels de notre société. Le but poursuivi dans ce processus est de doter notre pays de stratégies nouvelles pour mieux accompagner les collectivités territoriales dans la gestion des affaires locales. Donc, 2 mois après la cérémonie de lancement,
il nous est apparu indispensable de faire le point des activités réalisées à l'ensemble, disons de porter les informations à l'ensemble des acteurs pour être au même niveau d'information sur l'avancement du processus, mais aussi nous donner les moyens de recueillir leurs suggestions pour améliorer la mise en œuvre du processus. Il s'agira au cours de cette concertation de faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre du processus et d'échanger sur sa méthodologie avec comme objectif de favoriser une lecture concertée et harmonieuse. Le rapport du Burkina sur la conférence de Beijing 20 ans après a été soumis à un atelier de validation ce matin. Ce rapport souligne les différentes avancées en matière de promotion de la femme et de réduction des inégalités, telles que recommandées par la plateforme de Beijing. De nombreuses avancées ont été réalisées par le Burkina dans les 12 domaines de cette plateforme. Reportage Nathalie Savadogo. Il s'agit d'un rapport qui fait le bilan des acquis du Burkina Faso en matière de promotion de la femme et de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes depuis l'adoption de la plateforme de Beijing en 1995. Vous savez que dans les domaines critiques qui sont énumérés dans la plateforme d'action, il y en a au total une douzaine. Ça couvre à la fois l'accès à l'éducation, la participation politique, l'accès à la santé, la lutte contre la mortalité maternelle, la mise en place des mécanismes nationaux de promotion de la femme, et la prise en compte des droits des femmes dans les situations de conflit, la promotion des droits de la jeune fille. Et sur 20 ans, notre pays a fait beaucoup d'avancées dans tous ces domaines-là, qui font qu'aujourd'hui, on observe en tout cas une amélioration substantielle parce que de 1998 à maintenant, on est passé d'un taux de mortalité de 418 femmes sur 100 000 naissances à un taux de mortalité évalué aujourd'hui à près de 310 décès sur 100 000 naissances. Ce rapport, après validation, sera soumis en Conseil des ministres avant d'être envoyé à la direction de l'ONU Femmes à New York pour être examiné à la grande rencontre prévue pour la fin de l'année. Sortie de promotion à l'Institut des hautes études internationales pour 12 lauréats qui viennent de bénéficier de 2 ans de formation dans cette école. Cette 3e promotion a pris pour nom de baptême Rayonnement et pour parrain Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. L'Institut forme des compétences en diplomatie et relations internationales. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Ils sont 12 sortants, lauréats et de surcroît jeunes diplomates en fin de cycle réussi à l'Institut des hautes études internationales, INEI. Dans cet institut créé en 2008, les 12 impétrants y ont passé 2 années de formation continue et rigoureuse en diplomatie et en relations internationales dans les 3 branches suivantes: options politiques internationales, droit international et économie et finances internationales. Cette 3e promotion, d'une part, s'est baptisée Rayonnement, comme pour s'inviter davantage à booster le rayonnement du Burkina Faso dans les conseils des nations, et d'autre part, a été parrainée par une personnalité de marque, en la personne du président de la commission de la CEDEAO, et dont voici quelques précieux conseils. Je souhaite qu'ils soient courageux, qu'ils recherchent toujours l'excellence partout où ils sont. Et il est évident également qu'ils doivent être des cadres loyaux, toujours au service de leur pays et au service de l'intérêt général. Ce que nous avons reçu de nos professeurs, nous comptons les mettre en œuvre en suivant les conseils avisés que notre parrain a bien voulu nous donner. Voilà, nous nous tenons prêts à servir en tout cas la diplomatie burkinabé. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, nous évoluons de plus en plus dans un monde marqué par des bouleversements, notamment par le contexte de précarité et d'insécurité. Ces menaces de type nouveau commandent aux diplomates de redoubler d'efforts. Dans ces périodes de turbulence dues aux agressions, aux guerres asymétriques que nous subissons, le rôle de la diplomatie est d'une importance majeure. Donc il leur faudra faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'abnégation et de beaucoup d'engagement pour pouvoir être à la hauteur. Par le biais des compétences et expertises acquises au cours de l'apprentissage, les lauréats parmi lesquels l'on note la présence d'un officier de la gendarmerie nationale sont prêts quant à eux
a servi à renforcer et à étoffer l'appareil diplomatique du Burkina Faso et surtout à le faire rayonner de plus en plus du niveau le plus local au niveau le plus élevé à l'international. La traque sans merci des malfrats par les forces de sécurité a permis de mettre sous les verrous 5 brigands. Il s'agit essentiellement de bandits qui opéraient dans certaines stations-service de la capitale. Les brigands ont été présentés à la presse hier et leur mode opératoire expliqué par le commissaire central de police de Ouagadougou et le commandant de la brigade anticriminalité BAC. Précision, Yolande Lompo. Voici ce qui troublait la quiétude des responsables de certaines stations-service de la ville de Ouagadougou. Ils viennent d'être mis hors d'état de nuire par la brigade anticriminalité. Depuis janvier 2014, rarement il se passait une semaine sans qu'une station-service de la ville ne soit braquée. Les recherches effectuées depuis lors ont permis d'interpeller 5 malfrats identifiés respectivement comme appartenant à la bande Assoulé d'une part et à la bande à Maïga d'autre part. Cette opération a été matérialisée grâce à la collaboration des agents de la police. Quand bien même elles agissent séparément, leur mode opératoire est le même. Il consiste en 2 actes. Le premier est la reconnaissance préalable faite de nuit pour s'enquérir du mode de fonctionnement et du volume de fréquentation de la station-service. Par la suite, en binôme motorisé et armé, ils vont se mettre à proximité, se poster à proximité de la station-service et au moment propice, ils font irruption à la pompe, braquent les pompistes, les dépouillent de leurs recettes avant de se retirer à vive allure, et ce, après avoir neutralisé les vigiles quand il en existe. Le commissaire principal de la police a lancé un appel aux populations de collaborer avec ces services en composant les numéros mis à leur disposition, le 10-10 ou le 17. La chasse aux roussettes, ouverte chaque année de juin à juillet au Burkina, a été suspendue cette saison. Maladie à virus Ebola oblige. Le gouvernement a pris cette décision car la roussette peut être un vecteur du virus. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs de cette viande prisée dans certaines régions comme dans le centre-est. Tenkodogo, reportage Badaniel Kambo. Au menu de ces restaurateurs, point de viande frite ou de soupe de roussette, comme à l'accoutumée à notre passage ce jour. Nous, on faisait ça avant, mais on a arrêté. Parce que ça peut nous contaminer, nous aussi. Et ça fait peur aux gens. Et peut-être que c'est normal, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. La consommation des roussettes dans le centre-est est encouragée par la présence en grand nombre de ces mammifères. Nous sommes une zone vraiment d'accueil de cette migration. Ici, nous sommes dans la commune de Tinsobntenga, où il y en a aussi. Je crois au niveau du Boulgou, on en trouve aussi dans la commune de Bousma. Bon, avant donc cette fièvre d'Ebola qui prend, j'allais dire, des ampleurs dans certains pays, on se laissait aller en tout cas dans la consommation donc, de ces roussettes-là. En plus d'être une porte d'entrée, la région du centre-est présente donc d'énormes risques liés aux habitudes alimentaires de sa population. Ce sont des animaux migrateurs qui sillonnent vraiment tous les pays, y compris les pays forestiers. Donc, en tout cas, le risque par rapport aux roussettes est quand même réel au Burkina Faso. Le grand conseil que je donne actuellement, c'est que les gens arrêtent de chasser ces animaux, de les consommer. Il ne faut pas les toucher, parce que la contamination, c'est à travers les sécrétions de l'organisme, le sang, les selles, les urines, le corps. Je dis qu'il ne faut pas toucher ces animaux-là à l'heure actuelle. Il faut donc interdire la consommation des roussettes, nous disent les spécialistes de la santé. Dans le sang de ces animaux-là, on trouve des anticorps, c'est-à-dire qui prouvent que ces animaux ont été infectés par le virus. Pour l'heure, services de l'environnement et acteurs de la santé essaient d'informer, de sensibiliser et de convaincre au mieux la population. Le communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable a d'ailleurs été relayé au niveau des différentes radios locales de la place afin de dissuader au maximum tous ceux qui pourraient continuer à douter
du danger de consommer la viande des roussettes. Religion, le diocèse de Gawa a procédé à l'ordination presbytérale de son premier prêtre samedi dernier. Il s'agit de Gabin Isaac Sib. La cérémonie a été dirigée par Monseigneur Modeste Kambou, évêque de Gawa, et a connu la participation des évêques de Fada, Koudougou et de Djibougou. Reportage Sébastien Zongo. C'est le tout premier prêtre ordonné ici à la paroisse Sacré-Cœur du Gawa, érigée en diocèse depuis le 18 février 2012. C'est vraiment une grande joie qui m'habite en tant que premier évêque du nouveau diocèse de Gawa, puisque c'est le tout premier prêtre que j'ordonne, puisque c'est l'évêque qui donne son pouvoir au prêtre. Alors aujourd'hui, j'ai donné mon pouvoir à mon premier-né. Le jeune pasteur de l'église catholique est accueilli par des chants, louanges et actions de grâce à cette cérémonie importante pour tout nouveau prêtre de l'église famille. Sans cette ordination qui montre qu'il est en lien avec Jésus-Christ, ce n'est même pas la peine de parler de prêtre. C'est ça qui montre donc son identité et sa mission de prêtre là par rapport à Jésus-Christ. Il est ordonné. Il doit vivre de façon ordonnée. À 28 ans, ce natif de Périban, dans la province du Poni, aura passé 15 années de formation et d'études théologiques au petit séminaire de Djibougou, en passant par les grands séminaires de Kossoguin et de Wayalguin à Ouagadougou. On devient prêtre pour évangéliser, rien que cela. Et qui dit évangélisation dit apporter le Christ aux autres, c'est-à-dire être parmi eux-mêmes un modèle, une image, une autre image du Christ, pour que le peuple chrétien, en vous voyant, puisse vous imiter et devenir à leur tour de vrais disciples du Christ. L'abbé Gabin Isaac Sib est attendu dans la communauté chrétienne de base de Périban ce dimanche 10 août pour la célébration de sa première messe d'action de grâce. Le festival Esperanza de Belgique a déroulé comme à chaque été son tapis rouge pour les artistes musiciens début août. Une trentaine de groupes musicaux venus du monde entier et qui se sont produits sur 2 scènes ont tenu en haleine des milliers de festivaliers. Reportage Évariste Kombari. Le festival Esperanza est un événement ouvert sur les musiques du monde. Les 2 scènes du festival ont vu se produire une trentaine de groupes musicaux, dont Ayo et Manu Chao. Esperanza, c'est une programmation qui a comme objectif de faire découvrir des groupes qu'on ne connaît pas et qui sont parfois des groupes très connus dans leur pays et qui vont charmer le public. C'est avec quelques têtes d'affiche comme Ayo, comme les ambassadeurs avec Sadou de Amadou et Mariam et Cheikh Tidiane Seck, comme Jupiter qui vient du Congo, comme évidemment Plaza Francia et Catherine Rager. Voilà. Il y a quelques têtes d'affiche, mais c'est surtout un festival axé sur la découverte. Les milliers de mélomanes ont pu savourer un cocktail de rock, hip-hop, jazz et reggae. À Esperanza, toutes les générations y trouvent leur compte. Très attendu, Manu Chao, une star de la musique en Europe, a mis le feu à la scène Koteko. Lorsque Jan Knight, la princesse du reggae jamaïcain, fait sa sortie sur scène, c'est la Belgique qui se met à danser le reggae. Esperanza a remis au goût du jour les ambassadeurs, un groupe composé de vieilles marmites, que dis-je, de vieilles guitares de la musique mandingue, avec Salif Keita en tête. African Protocol, un groupe belgo-burkinabé, était également de la fête. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici dans ce festival parce que nous partageons les valeurs véhiculées par Esperanza. Et bien sûr, alors la particularité d'African Protocol, c'est qu'on fait un mélange afro-jazz, j'ai envie de dire, entre ces différentes nations. On a le Burkina Faso, la Belgique et la Côte d'Ivoire. Pendant 4 jours, les mélomanes se sont fait plaisir et ont dansé dans l'espoir d'un monde meilleur. Merci d'avoir suivi cette édition qui ainsi s'achève. Bonne suite de programme sur la RTV et excellente soirée à toutes et à tous.